Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Téléfoot l'After avec Rudy Garcia, avec Vicente Lizarazu et Charlotte Lamura. Bonjour à tous. Au sommaire de cet After ce matin, l'arrivée de Marcelo Bielsa à Lille. Nous y étions mardi après-midi. Le challenge Téléfoot avec le finaliste malheureux de la Coupe de France, le SCO d'Angers. L'interview de Charlotte qui a réuni les anciens Sochaliens Riyad Boudbouz et Marvin Martin, c'était à Paris. Et puis nous retrouverons Oda et Dako, nos humoristes, en fin d'émission. Un programme très riche pour cet after. Alors on ne traîne pas et on débute tout de suite par nos archives. Le PSG est devenu hier soir recordman de victoires en Coupe de France. C'était sa 11e. Alors comment les Parisiens avaient fêté leur toute première en 1982? Sujet d'époque signé Christian Vella. Sur les champs, c'est l'émeute. Et pour la première fois, elle prend peur. 1h du mat. Battenay et les autres sont cernés par la meute. Le peuple de Paris veut la toucher aussi. Regardez. Écoutez. Une heure plus tard, elle fait une halte à 2 pas de l'Élysée. Et elle monte aux premières loges. La fête ne fait que commencer. On l'empoigne, on l'embrasse, on la caresse, on la cajole, on la couvre de baisers. Quand le champagne l'inonde, c'est pour mieux faire goûter ses délices. « 3h du mat, l'orage gronde, et la vieille dame tient bigrement le coup. La foule la réclame, et la voilà qui apparaît au balcon avec les héros de la fête. Et le PSG a donc remporté 11 Coupes de France en 35 ans. C'est une belle performance. L'OM était recordman jusqu'à hier avec 10 victoires. Ça vous chiffonne que le PSG... Non, on redeviendra recordman voilà, quand ce sera le moment. C'est un vrai objectif pour la saison prochaine. Ouais. Ça fait depuis 28 ans, 1989, que l'OM n'a pu remporter la Coupe. Ça viendra, ça va. Les statistiques sont faites pour s'arrêter un jour, surtout celle-ci. Notre sondage live du jour concerne justement l'OM. Ouais, quel sera le classement de l'OM la saison prochaine? Vous avez plusieurs propositions. Premier, deuxième ou troisième, quatrième ou cinquième. Et dernière proposition, au-delà de la 5e place, vous avez quelques minutes pour y répondre. Alors l'objectif. Je peux voter, moi? Champion, deuxième, troisième, donc en Ligue des Champions, en Europa League. C'est quoi l'objectif pour la saison prochaine? L'objectif, ça sera d'être dans les 4 premiers, c'est-à-dire de faire mieux que cette saison. Par contre, l'ambition, ça sera de se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais le distinguo est important parce qu'on veut y aller marche après marche, pas à pas, comme on dit. Et donc, je pense que c'est un objectif raisonnable de rentrer dans les 4. Ça, c'est un peu prudent. On a envie de revoir l'OM en Ligue des Champions. Oui, mais c'est pour ça que je suis venu, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça qu'Andonise ou Bizarreta est venu, et le président Jacques-Henri Hérault aussi. Mais il faut raison garder, faire avec... avec nos moyens et surtout notre progression par rapport à d'où on part. Mais je vous prie de croire que si on peut finir dans les 3, on ne va pas s'en priver la saison prochaine. Et du coup, voir Monaco affaibli, pillé, ça fait plaisir à l'entraîneur de l'OM de voir un concurrent affaibli? Non, on se concentre surtout sur son propre club. Après, on parlait tout à l'heure de est-ce que Kylian Mbappé doit rester ou pas dans le championnat de France. Donc le coach de l'Olympique de Marseille, quand bien même Monaco est un concurrent, a envie de voir les meilleurs joueurs dans toutes les équipes françaises, surtout à l'Olympique de Marseille, mais aussi chez les concurrents, parce que ça va relever le niveau, ou ça continuera à donner un niveau élevé au championnat de France. Vicente, vous comprenez la prudence de Rudy? Oui, mais le danger, encore une fois, c'est que ça s'enflamme vite à Marseille. Et c'est de vouloir essayer d'obtenir les choses trop vite, qui ne sont pas cohérentes avec la progression d'un club, et surtout si on veut garder une forme de stabilité aussi. Ça coûte très cher aujourd'hui d'acheter les meilleurs joueurs. Il y a une concurrence qui s'est installée en France. On a parlé de Monaco, on verra s'ils seront pillés ou pas et s'ils seront compétitifs ou pas. Il y a Lyon qui est là et qui a un modèle économique qui fonctionne bien avec leur stade dont ils sont propriétaires, avec des moyens qui sont importants. Donc, c'est pas évident. Les places seront chères pour la Ligue des Champions. Avant de parler de Marcelo Bielsa à Lille, les tweets de la semaine, Charlotte? Ouais, on va avoir quelques tweets légers et drôles cette semaine. On va commencer avec, ça va vous faire plaisir, Bichente, la saison des barbecues qui est enfin ouverte. Ah oui, il fait beau. Donc regardez, cette semaine, c'est Kurt Zouma qui a ouvert le bal en début de semaine, immortalisé, c'est l'image d'après, immortalisé par Eden Hazard sur son Twitter.
Voilà, on attend toujours l'invitation chez vous, hein, Fred d'ailleurs, hein, parce que je crois que vous avez un jardin, donc il serait temps. Chez nous, aux Pays-Bas, c'est la plancha. Hein. C'est vrai. Nous, le barbecue. Et la saison des planchas C'est est plus sain. super. C'est toute l'année parce qu'il fait beau tout le temps chez nous. Oh, le menteur. On continue avec Thomas Meunier, qui devient de plus en plus le joueur le plus drôle des réseaux sociaux. Rappelez-vous, la semaine dernière, il nous avait posté cette photo en direct de l'hôpital après son opération du pied, puisqu'il avait une excroissance au niveau du pied. Et il avait titré « Greffe de pied réussie, malheureusement plus de cerveau disponible. Merci aux nombreux fans pour leur soutien », avec un masque et un nœud papillon. On n'a pas trop compris, mais en tout cas, il est très drôle. Eh bien, regardez, il a encore frappé cette semaine. Il a posté ça. Vu l'enthousiasme autour du héros Maxwell, je pense à organiser son jubilé dont je garderai tous les bénéfices. Venez nombreux. Merci pour lui. Il est extrêmement drôle, ce Thomas Meunier. Et hier, il présentait la météo, j'ai vu aussi. Et il a présenté la météo sur France 2. Sur France 2 à la mi-temps du match. Et il l'a très bien fait d'ailleurs. On continue avec un dernier tweet. On va finir avec une séance de jongle. Je suis partie vous filmer, Fred, sur votre terrasse, puisque vous faites des barbecues, mais vous faites aussi de belles séries de jongle. Je sens la chute. Eh ben, vous savez quoi, même pas, parce que je suis gentille avec vous êtes En sympa. revanche, je reconnais que c'est extrêmement impressionnant ce qu'il fait. C'est avec une toute petite balle entre une balle de tennis et une balle de ping-pong. C'est à peu près cette taille-là. Et c'est assez impressionnant ce qu'il fait. Je vous mets au défi de le faire. Et on va dire aux enfants que c'est dangereux sur un balcon. Faites attention. Peut-être, surtout si on va chercher la balle si elle tombe. L'exclu de l'after à présent, je vous en parlais cette semaine. L'ancien entraîneur de l'OM, Marcelo Bielsa, est devenu officiellement le nouveau coach du LOSC, votre ancien club, Rudy. La révolution est en marche du côté de Luchin, Marc Benoît et Yassine Enfaoui. Tengo una valoración de la liga francesa diferente a la que usted comenta y la potencialidad que yo observo en esta ciudad, en este club y en este proyecto alimentan mucho mi ilusión y mi deseo de hacer. Si je vous dis qu'on était tombé d'accord sur le fait de travailler ensemble il y a peut-être il y a plus d'1 an, la question c'était de savoir où et comment. Marcelo à un moment donné m'avait proposé d'aller faire une équipe en 2e division en Espagne éventuellement. Donc c'est scoop. Oui, comme vous le remarquez, on a un petit souci technique, c'est une version non mixée. On va essayer de retrouver la traduction des propos de Marcelo Bielsa et de vous diffuser ce sujet en fin d'émission. Mais on va quand même parler un petit peu de Marcelo Bielsa. Bichente, vous y croyez au projet Bielsa à Lille ? Bon, en tout cas, ça crée une animation. Je pense que quand il est arrivé dans le championnat de France et les 6 premiers mois qu'il a fait avec Marseille étaient assez exceptionnels. Après, c'est vrai que c'est un entraîneur complètement atypique, avec une communication assez particulière. Il y a une forme de légende autour de lui. Mais ce qui est certain, c'est que toutes ces équipes sont spectaculaires. Donc je pense que pour le championnat de France, pour le football, pour les spectateurs, avec le LOSC, on va avoir du plaisir. Après, est-ce que ça va durer longtemps ? Je n'en sais rien parce qu'avec lui, rien n'est durable. Mais je trouve que ça crée une belle animation. Et on n'a pas parlé du projet de Lille, mais ça peut être un projet aussi intéressant. Alors, pas si vite parce qu'ils sont au début de l'histoire, mais ça peut être intéressant à suivre. Puis il a changé. Il sourit Oui, un petit peu, il regarde ses interlocuteurs dans les yeux. Sa femme lui a demandé de regarder sa femme. ses interlocuteurs dans les yeux, lui a demandé de sourire. On lui dit voilà, si tu redeviens entraîneur, il faut que tu changes là-dessus. 2e club en commun avec vous, Marseille et Lille. Qu'est-ce que vous pensez de Marcelo Bielsa ? Je l'ai rencontré une fois en Italie. On avait beaucoup échangé plutôt sur la Roma et sur l'Italie que sur autre chose d'ailleurs. Ce qui est intéressant, encore une fois, pour le football français, c'est d'avoir le plus de concurrence possible. Après, comme l'a dit Bichente, les places de qualification Ligue des Champions seront chères. J'en profite pour dire que le parcours de Lyon, le parcours de Monaco étaient plus qu'importants cette année au niveau des points UEFA et qu'il faut suivre cette voie-là. Parce que je vous rappelle quand même qu'on sera un petit peu les dindons de la farce bientôt quand l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie auront 4 qualifiés directs pour la Ligue des Champions, alors que nous, notre sort ne changera pas, on n'en aura que 2. Voilà. Vous faites bien de le préciser. Pour rester sur Marcelo Bielsa, pour conclure, comment il sera accueilli au Stade Vélodrome, Marcelo Bielsa ?
Ah, je sais pas, mais Marseille-Lille. je sais qu'à Lille, en tous les cas, club qui m'est cher, puisque j'y ai fait le doublé en 2011, c'est un vrai berceau de football, une vraie passion pour le football. Et donc, je suis assez content pour les Lillois, qui, après le grand président qui a été Michel Sédou, une continuité dans un projet ambitieux, tout simplement. Le résultat du sondage qui vient d'arriver Ouais. par l'OM. Eh bien, regardez le résultat. Pour une première place, en premier, c'est seulement 6%. 2 ou 3, 36%. Et celui qui l'emporte, c'est 4e ou 5e place avec 38%. Et 20% au-delà de la 5e. Donc, on espère une belle place pour l'OM. Ça, c'est impossible pour vous dans votre esprit, au-delà de la 5e. Là. Non, mais 36-38%, c'est pareil, quoi. Donc, voilà. C'est la même chose. C'est un... Champion, il ne faut pas rêver trop tôt. Bah oui, je pense que les miracles peuvent arriver, mais même Monaco qui a obtenu ce qu'il a obtenu cette saison et qu'il a mérité ne s'est pas construit juste sur cette saison-là. Ils l'ont construit sur plusieurs années. Et oui, quasiment la 4e saison avant d'en arriver là. Un projet qui ont reproché d'acheter des joueurs pour les vendre, et puis ensuite ils ont stabilisé, puis maintenant ils revendent à nouveau. Donc ça prend du temps. Et puis Paris, ils ne vont pas faire une deuxième saison sans être champion, c'est juste pas possible pour eux. On en vient à notre minute basque, l'édito de Bichente qui souhaitait échanger ce matin sur votre métier d'entraîneur. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Bichente, vous avez eu des entraîneurs qui vous ont marqué, vous vouliez en parler tout d'abord? Oui, je voulais profiter de la présence de Rudy parce que je trouve que la relation entraîneur-joueur est très importante, très intéressante. Et moi, il y a des entraîneurs, en effet, avec qui j'ai donné le meilleur de moi-même parce qu'il y avait cette relation de confiance. Je pense à Aimé Jacquet et Otmar Hitzfeld qui ont vraiment été des mentors pour moi. Pourquoi? Parce que je pouvais toujours discuter avec eux, on pouvait discuter tactique, on pouvait même discuter préparation physique. Moi, j'ai toujours aimé l'échange, la compréhension de ce que je faisais. Et donc, j'ai besoin de cette confiance-là avec l'entraîneur. J'ai besoin aussi, il y a un discours de vérité qui est important en entraîneur. Quand tu dis quelque chose, ça se fait. Et s'il n'y a pas ce discours de vérité, moi, la confiance se perdait. Et donc, voilà, moi, la question que je voulais poser à Rudy, c'est est-ce que c'est pareil pour toi avec les joueurs? Est-ce que tu as besoin d'avoir des joueurs où il y a ce discours de vérité, des joueurs qui ne te pipotent pas? Est-ce que tu aimes avoir des joueurs avec qui tu peux discuter ou tu aimes avoir des joueurs simplement qui appliquent les consignes que tu veux imposer? Tous les joueurs sont différents, tu le sais très bien. Ils ont un caractère différent, donc il faut savoir déjà les connaître. Et je pense que si tu ne discutes pas avec eux, entretien de début de saison, les voir vivre dans le groupe, etc., tu as du mal à cerner leur personnalité. Il y en a qui sont très affectifs, qui ont besoin d'être aimés et qu'on le leur dise. Il y en a d'autres qui ont besoin justement qu'on manie plus le bâton parce que c'est comme ça qu'ils réagissent, un petit peu avec de l'orgueil, de la fierté. Moi, je dis toujours qu'un coach, moi je le perçois comme ça, mon métier, c'est comme un acteur. Tu dois être capable de jouer sur plusieurs choses. Alors, un acteur, parfois, ça joue. Alors, il faut aussi savoir être vrai, bien évidemment. Mais moi, je n'ai pas de joueurs difficiles, j'ai des joueurs qu'il faut comprendre. Ça t'est jamais arrivé de tomber sur un joueur où tu t'es dit, lui, je ne sais pas comment le prendre? Si, mais à force de chercher, de trouver la clé, d'envoyer d'autres personnes peut-être, tes adjoints sont très importants parce qu'eux peuvent récolter. Ils ont une relation de confiance un petit peu plus facile, dans le sens où toi, tu as la sanction de la composition d'équipe. Donc les joueurs ne te disent pas tout, tu ne disais pas tout à tes coachs, même à tes mentors. Mais par contre, effectivement, échanger, être dans le dialogue, être dans le discours et être honnête avec les joueurs. Ce qu'a dit Bichente, c'est important. Il faut dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit surtout. Voilà, ça c'est important. Et de temps en temps, les joueurs, ils sont intelligents. Quand vous en bastonnez un, entre guillemets, et que c'est juste, c'est ce qu'il attendait de vous, quoi. Voilà. Et puis par contre, quand c'est difficile pour certains, il faut vraiment les soutenir. Je ne te l'ai jamais dit à toi, mais je pense que tu ferais un excellent entraîneur de par ta psychologie naturelle. Quel est le rôle de Patrice Evra? Sportivement, il déçoit. On a l'impression qu'il est là pour être un relais dans le vestiaire. Non, pas du tout. Il est là pour être le latéral gauche de l'Olympique de Marseille. Il est arrivé un petit peu en difficulté physique, un petit peu blessé. Comme c'est un formidable compétiteur, il a voulu jouer et finalement, on aurait certainement dû le couper et le soigner plus vite. Mais par contre, quand il est revenu à 100%, on a vu la vraie qualité de Tonton Pat, comme tout le monde l'appelle maintenant. Après, moi, je le découvre, voilà, et au-delà de l'image qu'il a pu avoir de temps en temps, avec des aspects positifs et peut-être des aspects négatifs, moi, j'ai découvert un homme droit, honnête, qui donne tout pour son maillot et qui est effectivement un formidable leader dans le sens où il transmet sa grinta, son envie et son professionnalisme. C'est un joueur qui se prépare de manière assez exceptionnelle. Avant les entraînements, l'entraînement commence bien avant et finit bien après ce qu'on fait sur le terrain nous.
avec le staff de prépa physique, avec le staff médical, etc. Et Pat est un exemple pour les jeunes sur ce côté-là. Et là-dessus, je pense qu'à Marseille, on a besoin aussi de mettre une culture de travail qui peut-être n'était pas présente chez tout le monde quand on est arrivé. Avant de vous libérer, Vicente, vous le prendriez dans votre staff? Non, mais franchement, c'est ce que je dis. On se connaît un petit peu en dehors, effectivement, des plateaux télé. Et voilà, ce qui fait la force de Lisa, c'est son intelligence et sa psychologie. Il y a des choses qu'on n'apprend pas spécialement dans les livres, mais qui se cultivent au fur et à mesure d'une carrière de joueur déjà, et puis d'une vie d'homme. Et c'est là où les atouts, après, peuvent ressurgir dans les relations humaines, parce que c'est ça qui compte. Sur ces belles paroles, on va vous applaudir et vous libérer. Vous laissez profiter de votre maman pour la fête des mères. Merci Rudy d'avoir passé cette matinée avec nous. On vous souhaite de bonnes vacances. On va jouer à un petit jeu, du coup, Bichente. J'avais sélectionné pas mal de photos. Vous allez me dire si vous auriez aimé être entraîné par ces coachs qu'on va voir, ces coachs actuels. On va commencer par Conte, l'entraîneur de Chelsea. Vous auriez aimé être coaché? On peut voir les photos en même temps. Donc, Conte, oui. Oui. Rapidement, pourquoi à chaque fois? J'aime bien l'énergie qu'il dégage, j'aime bien la passion qu'il a. En même temps, j'ai le sentiment qu'on peut discuter avec lui. Pep Guardiola. Alors, je l'ai rencontré évidemment au Bayern, mais il y a quelque chose de très obsessionnel dans sa méthode, dans ce qu'il pense lui. Et du coup, j'ai l'impression que ce n'est pas évident de parler avec lui en tant que joueur et de le contredire surtout. Carlo Ancelotti. Oui, entraîneur assez paternaliste, fin psychologue, un peu type Hitzfeld, un peu type Aimé Jacquet. José Mourinho. Non. Ça, c'est radical. Non, son arrogance, radical. j'aime pas son arrogance. Vous lui auriez mis une gifle comme un Mataos? Non, mais je plaisante. non, je pense que ça aurait été difficile pour moi. Et on termine. Zinedine Zidane. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît chez Zizou, pour finir? Non, mais bon, après, je pense qu'on a la même vision. Je trouve qu'il fait preuve de beaucoup de psychologie dans son management. Il sait s'adapter à ses joueurs. Il est fin. Et voilà, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. Enfin, bon, en plus, je le connais particulièrement. Pour finir sur le poste d'entraîneur, Unai Emery reste donc au Paris Saint-Germain. On n'a pas eu le temps d'en parler en profondeur dans Téléfoot. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix? Alors, Nasser Al-Khelaifi dit oui à 200%. Ouais. Il avait dit un peu la même chose sur Laurent Blanc. Donc. 100%, ça suffit. Effectivement. Il appuie quand même avec 200. 300, on s'est dit, bon, il a besoin d'appuyer le truc. Moi, je le garde parce que d'abord, sa saison n'est pas nulle. Elle est ratée parce que tu es le Paris Saint-Germain, parce que quand tu es le Paris Saint-Germain, tu dois être champion de France, parce que tu dois aller en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est l'objectif qui t'est affiché, que tu n'as pas atteint ces objectifs. Après, dans le détail, son équipe, elle a été quand même assez régulière. C'est un entraîneur que tu sens perfectionniste, que tu sens passionné, que tu sens professionnel. Et tu sens qu'il n'a pas été tellement aidé tout au long de la saison. Parce qu'un club, ce n'est pas simplement qu'un entraîneur, c'est une structure autour. Et je trouve que la structure autour, la structure sportive, directeur sportif, il faut que ça tienne la route. Il faut qu'il y ait des messages qui soient passés aussi par l'encadrement. Et au Paris Saint-Germain, il y a des choses à changer. Donc là, ils ont trouvé un nouveau directeur sportif. Antero Et je pense Henrique. que, voilà, il faut laisser une chance supplémentaire à Emery, avec sa méthode, avec son style. Une saison de plus, où il doit normalement améliorer cette équipe et aller plus loin, redevenir champion de France et j'espère pour le Paris Saint-Germain atteindre une demi-finale de Ligue des Champions. Donc moi ça serait ridicule je trouve de changer d'entraîneur et surtout quand on entend les noms comme Villas-Boas ou comme Jorge Jesus qui pour le coup Jesus qui n'a pas plus gagné que lui que Unai Emery. Donc moi tu me dis Conte, tu prends Conte ou tu prends je sais pas Diego Simeone. Tu vois, des entraîneurs qui en Ligue des Champions ont fait leurs preuves, très bien. Mais là, on est dans une catégorie d'entraîneurs où tu te dis, mais pourquoi faire un changement? Le message est passé. On passe au challenge Téléfoot. Nous étions au début du mois avec le finaliste de la Coupe de France. Alors, quel Angevin a touché la barre transversale? Réponse avec Guillaume Poisson. Bon, Mathieu Michel, tenant du titre déjà avec Nîmes Olympique. Donc, je vais remettre mon titre en jeu avec mes partenaires. Voilà. Donc il faut viser, ça part. Comme ça, tu vois. En fait, faut pas trop la forcer. Il faut... Ah! Mais j'ai pas mis les bonnes chaussures aujourd'hui. Katoko Kambi, ancien rappeur. Non, je rigole. Jonathan Bomba, 21 ans.
Ça vient tes 24 ans. Pas loin. Je suis pas réglé, c'est pour ça. Je m'appelle Nicolas, 21 ans. Regarde bien. Bon, non, ça tu mets pas. Ça c'est rien, ça c'est rien. Ça tu mets pas ça. Hein. Ouais. Ça tu mets pas. Baptiste Santamaria, 22 ans. Il est pas mal celle-là. Ouais, c'est ça, il faut cadrer mon gars. Jean-Topé Cambi, 24 ans, champion d'Afrique. Voilà, vous l'avez mérité. Petit coup de chat, ça arrive de temps en temps. Ouais, bravo. C'est gentil. Voilà. Je tiens à féliciter mes coéquipiers qui m'ont aidé à atteindre mon objectif et voilà. Ça fait beaucoup de titres cette saison, champion d'Afrique, finaliste de la Coupe de France et j'espère qu'on la gagnera et voilà. Merci à tous, merci à Ranger pour tout ce bonheur. Ça revoit la petite danse là. Un joli lot de consolation. Voilà le challenge téléfoot pour les finalistes malheureux. Interview de Charlotte. Ben oui. Vous étiez mercredi à la Halle Carpentier à Exactement. Paris pour un tournoi foot de cœur. Ouais, avait lieu le rendez-vous annuel depuis maintenant 6 ans. C'est donc le tournoi foot de cœur qui réunit des footballeurs professionnels, quelques célébrités. Ils étaient tous présents ce jour-là pour récolter des fonds. Cette année, c'était pour une association un peu spéciale. C'était celle de Kerry James, ACES, qui nous explique. On fait du financement d'études supérieures principalement et du soutien scolaire. Et Mehdi de l'association foot de cœur a organisé cet événement et a souhaité reverser les bénéfices à mon association ACES. On a retrouvé pour l'occasion les tic et tac du foot, Marvin Martin et Riyad Boudbouz, qui ont accepté, les frérots, de répondre à quelques questions à notre micro sur leur relation. Tout le monde ne le sait pas, mais tous les moments qu'on peut passer ensemble, on va aller aussi en vacances ensemble si on peut. Donc. Marvin, vous partez ensemble du coup cet été en vacances? Normalement oui, on verra bien, mais normalement oui, comme chaque année, comme dès qu'on peut, on peut se revoir, on se revoit. Donc voilà, c'est un lien, tout le monde sait de toute façon comme on est, c'est bien et on en a besoin. Ils sont vainqueurs de tous leurs matchs du tournoi, ils se sont même fait chahuter par la team artiste que vous voyez juste ici après avoir subi le résultat terrible de 3-0. Ils ont devait jouer à 7, ils ont joué à 4. Non, mais on va se voir dans le studio, ils vont passer bientôt, ils vont voir. On va passer. On a vu également Wissam Ben Yedder, Yacine Brahimi, Riyad Mahrez, Riyad qu'on a même cru voir passer juste à côté de nous. Frédéric Piquiol. Vous êtes Riyad Mahrez? C'est toujours pas lui. C'est Nguarnier, le freestyler, a tué, lui, 2-3 carrières prématurées de footeux. Il fait toujours très mal avec ses petits ponts. Et au final, la team Boudbouz a donc remporté ce tournoi et a levé la coupe. Ils nous l'avaient bien dit depuis le début et ils l'ont fait. On les écoute. Vous avez remporté ce tournoi! Ah oui, j'ai confiance en mon équipe. Et malgré qu'en demi-finale, ils ont essayé de tricher en ramenant Yacine Brahimi dans leur équipe, le football a gagné. Un événement qui a plu aux nombreux enfants présents, ces derniers qui tenaient à faire passer un message, Fred, pour terminer ce sujet. Et aujourd'hui, c'est moi qui a payé l'addition du... Voilà, je vais ramener un des maillots des petits, mais C'est ça. on essaiera de le faire gagner. On reste avec vous, Charlotte. On parle de match caritatif demain. Attends, on est quel jour? Oui. On est dimanche. On est dimanche. Téléfoot, généralement, c'est le dimanche. Parfait, c'était génial. Donc demain, Diomède Cup. C'est la Diomède Cup à ici ou les Moulineaux pour la fondation de Bernard Diomède. Donc il y aura énormément de joueurs de France 98 qui seront là. Ici, les Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, à côté de Paris, si vous êtes en région parisienne. Ah oui, tout le monde ne connaît pas ici les Moulineaux en France, Michel. C'est vrai. C'est demain soir, me souffle-t-on dans l'oreillette. Les buzz de la semaine, Charlotte, on débute avec Jürgen Klopp. Je l'aime bien, c'est vrai qu'il est un peu spécial, il est drôle, Jürgen. Alors regardez, il est actuellement en tournée d'après-saison avec son club, avec Liverpool, en Australie, à l'autre bout du monde. Et il s'éclate comme un petit fou. Il a fait son touriste
à 100%. Ce sont des images tournées par le club. Alors là, il joue du didgeridoo. Il a pratiqué toutes les danses locales. Il s'est mêlé au costume traditionnel. Le boomerang ne revient pas. Hein. Le boomerang ne va jamais revenir. C'est très très nul. Et la danse est approximative. Mais franchement, quand c'est Jürgen Klopp qui le fait, c'est toujours très drôle. Pistolet en haut, pistolet en bas. On attend sa venue en France pour tester la valse, la fabrication des bérets et la pratique de l'accordéon avec grand plaisir. Vous auriez aimé lui être entraîné par Jürgen Klopp? Moi, j'aime assez le personnage, ouais. Il est plutôt sympa. Un beau geste au Danemark, Charlotte. C'était jeudi, le FC Copenhague a remporté la Coupe du Danemark en battant l'équipe de Brøndby 3-1. Et pour fêter cette victoire, regardez avec ses supporters, Mathias Jorgensen est allé offrir la coupe à ses supporters. Et ces derniers ont probablement fait le plus joli geste de la semaine en allant l'offrir à un fan handicapé fidèle à tous les matchs du club depuis qu'il est inscrit dans les gradins. Bravo à eux, franchement, c'est un très joli geste et une très belle coupe en plus. Un abonné heureux. Et on reste au Danemark avec des fans hallucinants de l'équipe adverse d'ailleurs. Voilà, je vous parlais de Brøndby. Eh bien, regardez, on va parler de ce perdant. Les ultras de Brøndby de ce club s'étaient préparés à la rencontre. C'était quelques minutes, quelques heures avant le début du match. Et ils ont mis une ambiance de dingue dans les rues. Regardez. Alors malheureusement, ça n'aura pas suffi pour l'emporter. Mais le mouvement de foule au moment où ils se réunissent, c'est quand même super impressionnant. Ils étaient des milliers. Ça fait un peu peur comme ça. Moi, je suis un peu claustro, je vous avoue que ça fait peur, mais c'est magnifique. Bravo. Merci Charlotte. Et on va terminer cette émission avec nos humoristes, Oda et Dako, qu'on peut applaudir. Vous pouvez les applaudir, Oda et Dako. Salut messieurs. Salut. Tout va bien? Oh, tu sais. Et toi? Toujours en spectacle? Toujours en spectacle. Tous les samedis? Vendredi, jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, samedi, au théâtre. Le République, c'est écrit là. Le Tu lis tes République, fiches ouais, maintenant. mais ça change souvent. Stade que t'es toujours pas venu. J'attends la dernière de la saison, la meilleure, Ouais, pour venir vous faire un petit coucou. Des bisous. Je vous laisse la place. On le sait très bien qu'il ment. Je mens pas mal d'ailleurs. Je vous laisse la place pour vos news. Les news de la semaine, Oda et Dako. Attention. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans la revue d'actu. Merci Charlotte de répondre. Ouais, on fait le point sur aujourd'hui. l'actualité des transferts. On commence avec l'Inter de Milan. Ouais, l'Inter qui est très actif sur le marché. Ils auraient déjà proposé 50 millions d'euros pour Di Maria et 42 millions pour James Rodriguez. Ils ont également proposé 40 pour Cabella. 40 millions pour Cabella? Non, 40 euros. Calme-toi. On est sur des petits budgets. Bakary Sagna déclare qu'il ne serait pas fermé à un transfert à l'OM. Moi, je trouve que ça pourrait avoir de l'allure quand même. D'un côté Sagna, de l'autre côté Evra. Il faut juste renommer le projet par Champions Retraite. Hein. Ça sera plus adapté. Hein. Retraite toujours. Carlos Tevez, suite à son départ pour la Chine, pour un salaire annuel de 38 millions d'euros, déclare être déçu du niveau du championnat. Et on comprend sa déception, hein, puisqu'il était parti en Chine pour le challenge sportif. Hein. Il devrait rebondir désormais au Qatar, toujours pour le challenge sportif, bien évidemment. Du côté du PSG, on a une contre-info. Je me suis trompé. Il serait sur la sellette. Yes. Hein. Suite à sa saison mitigée au PSG, le dirigeant songerait à recruter un entraîneur portugais. Il souhaiterait également renommer le Parc des Princes le Parc Louis II. Et l'émir du Qatar devrait être appelé l'émir Albert II. Ça va peut-être mieux marcher comme ça. Coupe de France, le PSG s'impose sur le fil à la dernière minute face à Angers. Fin du match pleine d'émotions. Hein, c'était la dernière de Maxwell. Oui. Tu sais c'est quoi le geste préféré de Maxwell? Oh là là. Le café crème. Café crème. Maxwell. Le café. Écoute, viens, petit humoriste de la J'ai eu ta fiche de paye, tu seras pas payé ce mois-ci. Fred Calange, il m'a dit t'es pas payé. T'es sérieux là? T'étais payé avant? Non, mais c'est... Voilà. Tu seras pas payé, c'est tout. Très bien, on termine sur l'info insolite de la semaine. Hein. Benoît Assou Ekoto souhaiterait se reconvertir en star du porno. Ah oui, à mon avis, ça c'est parce qu'il a joué à Metz. Comment ça, parce qu'il a joué à Metz? Ah bah, pire défense de Ligue 1, 72 buts encaissés. À force de prendre tous les week-ends, il s'est dit autant le faire avec des jolies filles. Bon dimanche à tous. Drôle de choix de carrière. Hein. Et on t'attend pour la dernière. Hein.
Et vous expliquerez à tous les enfants qui sont présents sur ce Voilà, plateau ce que c'est que ces films dont vous avez parlé. Voilà. On va se quitter avec un superbe clip de l'UNFP pour mettre fin aux clichés sur les footballeurs. On souhaite tous une bonne fête à toutes les mamans. Bon après-midi et à dimanche prochain. Salut. Bye. C'est vrai, les footballeurs font très attention à leur image. C'est vrai, les footballeurs aiment donner des leçons. Les footballeurs aiment les soirées mondaines. C'est vrai. Et oui, c'est vrai, les footballeurs aiment les grosses cylindrées. C'est vrai, les footballeurs ne mettent pas toujours la langue française à l'honneur. C'est vrai aussi, les footballeurs veulent toujours plus d'argent. C'est vrai, les footballeurs aiment les belles blondes. C'est vrai, les footballeurs en font parfois un peu trop. Mais ça ne les empêche pas d'en faire beaucoup. UNFP, tous unis pour un football plus juste.